Bonjour et bienvenue dans les hors-séries d'été de New Deal, le podcast IFRI, TTS au Slate sur les États-Unis d'Amérique. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, cet été, le Parti républicain et le Parti démocrate organisent leur convention pour investir leurs candidats pour l'élection de novembre. Aujourd'hui, nous commençons donc par nous intéresser au Parti républicain avec ses casquettes MAGA, Make America Great Again, sa délégation texane habillée en cow-boy aux couleurs du drapeau américain et ses vedettes de la musique country. La convention républicaine aura donc lieu à Milwaukee, dans le Wisconsin, du 15 au 18 juillet 2024. Donald Trump devrait donc être investi sur un programme dont on pense qu'il sera d'inspiration à la fois réactionnaire et autoritaire et libertarienne, un programme qui allie donc en quelque sorte les idées du Hongrois Viktor Orban et de l'Argentin Javier Milei. Laurence, nous comptons donc sur vous pour nous en présenter un bilan précis à la rentrée, mais en attendant, parlons du Parti républicain. Ce parti a une histoire très différente de ses courants actuels. Il a été fondé en 1854 sur un programme résolument progressiste, puisque son objectif principal à l'époque était l'abolition de l'esclavage. On se rappelle de la guerre de sécession. Alors, Laurence, je vous propose de commencer en revenant sur l'époque où le Parti républicain était progressiste et s'est constitué en réaction à l'esclavage. Oui, ce qu'il faut savoir, Christophe, c'est que dès la fondation des États-Unis, je vous rappelle les trois grandes dates, 1776, la déclaration d'indépendance, 1783, la victoire sur les Britanniques, et 1787, la rédaction de la Constitution, eh bien, à chacun de ces moments, on voit que la question de l'esclavage est un problème insoluble pour ce nouveau pays, parce qu'il y a des États esclavagistes au sud, chez les grands propriétaires terriens, et des États libres au nord. Évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord. La pratique de l'esclavage est un sujet de tension énorme sur le plan politique et surtout, peut-être, sur le plan moral. Mais qui s'est dressé en premier contre cette pratique esclavagiste ? Les courants religieux ont été les premiers à vraiment refuser cette pratique. Les courants protestants venus d'Allemagne, notamment, par exemple, les méthodistes ou les Quakers, qui avaient fondé dès 1775 la Pennsylvania Society for the Abolition of Slavery. Ce sont des courants religieux protestants qu'on dit piétistes, c'est-à-dire qu'ils mettent en premier lieu la piété, la foi personnelle, et beaucoup moins l'institution ecclésiale et la doctrine, comme par exemple les anglicans qui étaient les esclavagistes du Sud et pour lesquels l'esclavage n'était pas un si gros problème que ça. Et il faut évidemment aussi parler des victimes elles-mêmes de l'esclavage. Oui, qui étaient bien évidemment des opposants. En 1860, donc à la veille de la guerre de sécession, on estime qu'il y a environ 4 millions de personnes noires réduites en esclavage aux États-Unis et 500 000 qui sont libres. Ces derniers se trouvent surtout dans le nord du pays. Ce sont soit des affranchis, soit des esclaves qui ont réussi à fuir le sud en empruntant ce qu'on appelle le Underground Railway, le chemin de fer souterrain, qui n'était pas du tout un chemin de fer, mais un réseau qui aidait les gens à s'enfuir quand ils le voulaient. Il y a aussi eu très régulièrement, et on ne le sait pas assez, des révoltes extrêmement violentes, par exemple à la Nouvelle-Orléans en 1811, ou encore la révolte de Nat Turner, un esclave de Virginie qui était un petit peu illuminé au sens religieux. Ça, c'était en 1831. J'ai dit extrêmement violente parce qu'à chaque fois, ces révoltes ont été réprimées dans le sang de manière vraiment abominable. Laurence, il y a une chose que je ne comprends pas. La Constitution américaine était très éclairée et elle s'est fondée sur l'établissement des droits de la personne, des droits humains. Comment se fait-elle qu'elle ait autorisé l'esclavage et est-ce qu'elle en parle seulement ? En 1787, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà un énorme problème pour les constituants américains. Et leur solution à l'époque, ça a été d'éviter d'employer le terme. Donc le terme esclave ou esclavage n'est pas dans la Constitution. Elle s'est quand même colletée au problème. Elle a répondu, par exemple, à la question de savoir comment prendre en compte la population réduite en esclavage dans les États du Sud pour calculer la représentation de ces États à la Chambre. Parce que les propriétaires d'esclaves des États du Sud voulaient avoir une bonne représentation à la Chambre, donc ils voulaient qu'on compte leurs esclaves. Mais il n'était pas question une seule seconde que ces mêmes esclaves aient la citoyenneté, le droit de vote, etc. Et le compromis qui a été adopté à ce moment-là, c'est que chaque homme noir a été compté pour 3/5 d'un homme blanc. Pour les gens du Nord, c'était le moyen d'assurer la participation des États du Sud à l'Union, parce qu'ils savaient bien que s'ils n'acceptaient pas ce type de compromis, les États du Sud ne rejoindraient jamais les États-Unis. Si on veut donner un dernier argument pour expliquer que ce texte n'était pas complètement pro-esclavagiste, c'est de dire qu'en refusant d'employer ce terme dans le texte, les constituants, finalement, ont refusé de valider ce terme, de lui donner une base constitutionnelle. D'accord, mais après l'établissement de ce texte de 1787, comment la situation évolue en matière d'esclavage ?
La question de l'esclavage va se reposer de manière brûlante à chaque fois qu'un nouveau territoire va rejoindre les États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle. Les États-Unis, qui viennent d'acheter l'immense Louisiane française en 1803, passent leur temps à agréger de nouveaux États. À chaque fois, on se demande si ça va être un État esclavagiste ou un État libre. En 1820, le Missouri rejoint les États-Unis, c'est un État esclavagiste. Pareil, 1845, le Texas. En 1850, à l'inverse, la Californie rejoint les États-Unis comme État libre. Et on en arrive à 1854, où il faut organiser 2 nouveaux territoires dans le Midwest, le Kansas et le Nebraska. Compte tenu des arrangements précédents, ils auraient dû être libres. Or, les élus de Washington ont l'idée de laisser la décision aux populations de ces 2 territoires, ce qui va créer tout un tas de problèmes. Les partisans de l'abolition au nord sont pas contents du tout. Ils font venir des colons exprès dans ces 2 États pour influencer la décision. Il y a des affrontements et des violences. Et c'est dans ce cadre-là que se fonde le Parti républicain. Oui, en 1854, un certain nombre d'abolitionnistes, qui sont donc très logiquement au nord du pays, se réunissent dans le Wisconsin puis dans le Michigan pour fonder ce nouveau parti sur un programme vraiment centré sur l'abolition de l'esclavage. Il aura par la suite d'autres points dans son projet, d'autres intérêts qui correspondent aux habitants des États du Nord, par exemple le protectionnisme pour protéger le tissu d'industrie qui est en train de se constituer dans le nord des États-Unis. Mais cet aspect-là est vraiment secondaire. En 1854, ce parti républicain, il est vraiment au cœur du courant réformiste, c'est-à-dire qu'à côté de l'abolition, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits par les premiers membres de ce parti avec le mouvement pour le suffrage des femmes et la prohibition de l'alcool. Tout ça, ça forme un tout, si vous voulez. Par exemple, l'une des militantes les plus célèbres à l'époque de la cause abolitionniste et féministe, c'est cette autrice célébrissime, Harriet Beecher Stowe, qui a publié en 1852 La case de l'oncle Tom. Alors, autre personnalité célébrissime, c'est le premier président républicain, Abraham Lincoln, qui était un abolitionniste. Alors, Abraham Lincoln, quelques éléments de biographie, il était né en 1809 dans le Kentucky. C'est le premier président à ne pas être issu des élites de la Virginie, un peu comme Washington avant. Il a fait son éducation lui-même en lisant tout seul des livres. Ça, c'est un élément vraiment très important du folklore américain à propos d'Abraham Lincoln. Il est élu président en 1860 sur un programme vraiment très clairement d'abolition de l'esclavage, ce qui entraîne automatiquement la sécession des États du Sud qui vont former en réaction une confédération. La guerre sera déclarée 1 an plus tard, en 1861. Alors, comme tout le monde le sait, c'est le Nord qui a gagné. Les 13e, 14e et 15e amendements à la Constitution seront adoptés entre 1865 et 1870. Donc, dans l'ordre, on a celui qui porte sur l'émancipation des anciens esclaves, le second sur la citoyenneté, et le 3e, qui ne sera pas bien respecté, sur le droit de vote de ces nouveaux citoyens américains. Alors Lincoln ne pourra pas tous les voir puisqu'il est assassiné à la fin de la guerre en avril 1865. Oui, par un partisan confédéré qui voulait se venger. S'il y a une chose à rappeler aujourd'hui à propos d'Abraham Lincoln, c'est son discours de Gettysburg, la Gettysburg Address, qu'il a prononcé sur le champ de bataille du même nom, ça se trouve en Pennsylvanie, en novembre 1863. Dans ce texte extrêmement court, Abraham Lincoln exhorte les citoyens américains à préserver la démocratie américaine, qui a été établie assez récemment à l'époque, c'est moins d'un siècle auparavant, non seulement à la préserver face aux menaces, mais à la compléter en assurant la liberté et l'égalité de tous dans ce pays. Et évidemment, de tous, il pense aux personnes réduites en esclavage. C'est dans ce texte qu'on trouve la formule qui a été reprise dans notre Constitution et dans beaucoup d'autres textes juridiques, celui qui évoque un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Un très grand premier président qui est bien loin du républicain Donald Trump, mais ce n'est pas le seul grand président républicain. Oui, je voudrais vous parler de Theodore Roosevelt, qui a lui aussi été un très grand président. Il a été à la Maison-Blanche de 1901 à 1909, et son administration est représentative des ambiguïtés du Parti républicain à cette époque.
Teddy Roosevelt, en effet, il est tout à fait représentatif d'un président de l'ère progressiste, la manière dont les historiens appellent cette période autour de 1900. On va le voir donc lutter contre la corruption, lutter contre les grands monopoles, ceux du train, des banques, etc. Il va aussi mettre en place des agences pour lutter contre les contrefaçons alimentaires et pharmaceutiques. Il va mettre en place de grandes régulations fédérales. Et en même temps, Teddy Roosevelt a aussi accompagné le développement presque impérialiste de la puissance américaine dans le monde. Avant même d'être président, il appuie la décision de développer une flotte très conséquente pour la marine américaine, la US Navy. Il va aussi participer lui-même en personne à la guerre de conquête de Cuba contre l'Espagne, ça c'est en 1898, et le régiment de volontaires qu'il a rejoint s'appelle les Rough Riders. Si vous regardez sur Internet, vous verrez une photo de Teddy Roosevelt en Rough Rider, qui est tout à fait impressionnante. Une fois président, il va continuer à renforcer cette présence des États-Unis outre-mer, une présence qui, pour beaucoup d'observateurs dès cette époque-là, est vraiment impérialiste. C'est à lui qu'on doit le corollaire Roosevelt. Le corollaire Roosevelt. Peut-être que les auditeurs ont entendu parler de la doctrine de Monroe, une doctrine qui date de 1823, c'est le président à l'époque, et qui dit que les Européens doivent cesser de s'occuper des affaires du Nouveau Monde, des affaires des Amériques. Avec le corollaire Roosevelt, qui est adopté en 1905, la Maison-Blanche déclare que désormais, ce sont les États-Unis qui ont le droit de s'occuper de tout ce qui se passe de la Terre de Feu jusqu'au Canada, c'est-à-dire dans toutes les Amériques. C'est comme ça, par exemple, qu'ils établissent le canal de Panama. Un certain impérialisme donc pour Theodore Roosevelt, mais on a quand même l'impression que c'est une grande figure progressiste aussi. Oui, et c'est comme ça que son bilan est vu aujourd'hui, à la fois une grande figure pour les progressistes, qui citent ses politiques sociales et la défense de l'environnement, mais aussi une grande figure pour les courants nationalistes, par sa politique étrangère et militaire, qu'on a donc pu dire impérialiste. Mais tout ça me semble quand même bien loin du parti républicain actuel qui tire plutôt vers la droite et qui n'est pas vraiment progressiste. Oui, la vraie bascule du Parti républicain est amorcée dans les années 30, en opposition au New Deal de Franklin Delano Roosevelt, donc pas le même que Teddy. Franklin Roosevelt qui a été élu en novembre 1932. Le président précédent, qui était un républicain, Edgar Hoover, n'avait pas du tout su gérer la crise de 1929. Pendant toute la campagne de 1932, son slogan avait été le suivant, j'ouvre les guillemets, « La prospérité est au coin de la rue ». Les électeurs américains n'avaient pas du tout l'impression que la prospérité était au coin de la rue et donc ils ont voté pour le démocrate. Donc ça s'amorce en 1930, mais quand est-ce que ça bascule vraiment ? Les étapes décisives, elles se situent dans les années 60, en réaction à l'évolution du Parti démocrate vers la gauche. Par exemple, en 1964, le président démocrate Lyndon Johnson promulgue le Civil Rights Act, donc cette grande loi des droits civiques en faveur des Africains américains. L'électorat des États du Sud, qui jusqu'alors était resté démocrate, comme au XIXe siècle, bascule très rapidement vers le Parti républicain. La même année, 1964, on a la candidature côté républicain très conservatrice de Barry Goldwater au présidentiel. Il va perdre contre Lyndon Johnson qui fait un second mandat. Cette candidature de Barry Goldwater signale la montée de divers courants réactionnaires, libertariens et nationalistes dans le Parti républicain. C'est vraiment une inversion idéologique. Elle se poursuit dans les années 1970. On voit une réaction intellectuelle aux divers mouvements de libération des années 60. La Heritage Foundation, par exemple, qui a préparé un programme pour Reagan en 1980 et qui en prépare un pour Trump cette année, a été créée en 1973. Il y a aussi une réaction politique. Les évangéliques, qui jusqu'alors n'étaient pas très politisés, rejoignent la droite chrétienne en 1977. La NRA, National Rifle Association, se politise aussi la même année vers la droite. Association de défense du port d'armes. Et ça nous amène aux années 80, aux années Reagan. Oui, les deux mandats de Reagan signent un tournant néolibéral de la politique économique américaine, avec une dérégulation tous azimuts, la réduction des impôts et la réduction de la redistribution sociale. Il faut compter sur soi-même uniquement.
Le Parti républicain va avoir une fièvre nationaliste après le 11 septembre, lorsque Bush, fils, intervient non seulement en Afghanistan, mais aussi en Irak. Et on en arrive au vaste phénomène d'emprise qui est exercé aujourd'hui par Donald Trump sur le Parti républicain, un parti qui a connu avec lui une nouvelle transformation, puisqu'il est aujourd'hui véritablement populiste et xénophobe, avec des courants à la fois autoritaires et libertariens, un peu contradictoires, on l'a dit dans l'introduction. Heureusement, on voit que les choses ne sont pas figées dans l'histoire du Parti républicain. Est-ce qu'on peut imaginer une redéfinition de ce mouvement après un éventuel départ de Donald Trump ? Le départ de Donald Trump finira par se faire, soit par une nouvelle défaite politique, soit par son avancée en âge, qui est, comme pour nous, Christophe, inéluctable. Je pense qu'une fois le départ de Trump acquis, le Parti républicain ne pourra pas rester dans une telle outrance, parce que seul Trump a le charisme nécessaire pour faire passer les outrances que l'on voit dans le parti aujourd'hui. Je pense que les responsables suivants n'auront pas le choix, ils devront se montrer plus rationnels et plus vertueux sur le plan de la morale personnelle. Et on sait à vous écouter qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans les rangs du Parti républicain. Merci Laurence pour ce retour aux origines du Parti républicain. On se retrouve le 14 août pour parler cette fois-ci du Parti démocrate. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.